Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue. Merci pour cette 9e édition du Festival Parage, où on dit toute la vérité, rien que la vérité, dites je le jure. 3 mots d'ordre général avant d'attaquer le vif du sujet. Vous avez comme d'habitude à ma droite Monsieur Benoît Champion et sa dame Françoise pour la géobio, l'énergétique, les outils de prise en main corporelle subtile, je vous passe le détail. Allez les voir, hein, ça vaut le coup, ça vole le haut, ça verticalise. Et il prendra la parole, Benoît, à 16h, peu après 16h, pour une présentation sur l'architecture, la géométrie, du point de vue des Templiers et de l'architecture mise en œuvre à partir de l'époque des Templiers. Voilà. Et vous avez au fond de la salle le petit salon qu'a monté ma tendre et douce Aurélie, qui va nous proposer soit le massage, soit l'exercice de libération émotionnelle, qui cartonne et que je ne saurais trop vous recommander. Ça fait du bien. Parce que comme d'habitude ici, vous savez que l'un des axes du Parage, c'est d'allier la théorie et la pratique. On va tâter du terrain, on tâte le corps, on tâte la machine, on met en œuvre le haut et le bas, on active la circulation de tout ce qui est entre les deux, terre-ciel, c'est le but du jeu. Donc encore une fois, vous avez ce qu'il faut entre le salon d'Aurélie, le stand de Benoît, vous avez ce qu'il faut. J'ajoute que Benoît proposera aussi un atelier de géobio demain et lundi matin à 11h, si le temps le permet, mais ça devrait le faire, de l'autre côté, là sur l'esplanade du château. Voilà. Donc édition spéciale Templiers cette année, c'est un sujet qui est récurrent évidemment les Templiers, puisque dès qu'on s'intéresse à Rennes-le-Château, les Templiers sont forcément pas loin. Hein. C'est quand même le livre culte de Gérard de Sède sur Les Templiers sont parmi nous, l'énigme de Gisors, en 1962, qui a lancé le mystère de Rennes, bien qu'il ne parlait pas de Rennes, et c'est 5 ans après qu'il a publié, pour le coup, le Trésor maudit lors de Rennes en 67. Mais Les Templiers sont parmi nous, c'est vendu à plus de 10 000 exemplaires, et c'est beaucoup plus vendu que le livre sur Rennes-le-Château 5 ans plus tard. Donc c'est pour vous dire que la genèse, la généalogie, l'origine du mystère de Rennes, elle est chez les Templiers. Donc ça, on va en parler un tout petit peu en détail, au fur et à mesure, de ces 3 jours. Et on va commencer avec Stéphane, pour le coup, Remzi, chercheur indépendant, chercheur à l'ancienne, chercheur honnête, chercheur digne de ce nom. Il nous donnera un aperçu de son parcours, et des grandes étapes, et des aventures qu'il a connues. Vous allez voir que ça rigole pas, quand Gérard de Sède concluait son livre sur le mystère de Rennes en citant l'abbé Maurice René Mazière, qui lui disait « Oui, bon, mais bon, faites gaffe quand même à ce que vous faites, parce que ça peut être dangereux de trop s'intéresser à ces choses-là. » Lui, il l'a vérifié. Donc il nous racontera ça veut dire que ça vaut le coup. Et donc on va faire une présentation, pour le coup, de sa propre approche du mystère de Rennes. On va avoir quelques éléments inédits, on va avoir des infos qui ne sont pas encore sorties nulle part, qui sont des trouvailles originales. Et où on finira en essayant de s'ouvrir un petit peu plus avec, pour le coup, la filière templière, l'héritage templier, par rapport au mystère de Rennes, à l'époque, du Moyen-Âge jusqu'à l'époque de Béranger et des curés héroïques de la fin 19e, et jusqu'à nos jours, on verra les liens que l'on peut tisser au fur et à mesure. Je lui donne la parole, je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, M. Stéphane Remzi. Alors bonjour à tous, déjà dans un premier temps merci d'être là, et je voulais remercier Alexandre de m'avoir invité, parce que bon, c'est la première, hein, donc une conférence publique, donc je vais essayer de faire au mieux, de ne pas vous perdre, et puis de vous transmettre à peu près tout ce que j'ai trouvé par rapport au sujet de Rennes-le-Château. Voilà. J'ai commencé, je dirais, ce fameux mystère par, comme tout le monde, une émission qui s'appelle Mystère. Et petit à petit, j'ai commencé à venir à Rennes-le-Château, à découvrir le lieu. Et le premier élément que j'ai commencé à décoder, c'était le solo pêcheur, le 3e parchemin. Et par la suite, après, j'ai envoyé sur autre chose, sur l'église de Rennes-le-Château, parce qu'il y a tellement d'informations qui sont parvenues
et qu'on nous dit c'est vrai, c'est pas vrai, ça c'est du faux, ça c'est pas faux, les parchemins, ça a été inventé, c'est un mythe, etc. Donc je me suis consacré sur l'église de Rennes-le-Château, ce qui a été construit autour de l'église. Parce que ça, c'est toujours évident, c'est toujours présent. Et avec les anciennes photos, on retrouve toujours la même chose. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu... Voilà. Est-ce que vous savez ce que c'est plus ou moins que le sceau pêcheur? Le manuscrit du sceau pêcheur, c'est une grille de 64 cases, c'est ça? On aura l'image en cours de route, hein, mais c'est pour vous poser le truc. Quand on parle des parchemins à Rennes-le-Château, il y a l'ancien, enfin le petit et le grand, le codex Bézet, et qui sont des reproductions d'un extrait de l'Évangile en calligraphie médiévale. Ceux-là sont très connus, c'est le décodage qui donne bergère, pas de tentation, que Poussin Tonnier garde la clé, un midi pomme bleue, enfin j'achève ce démon de gardien un midi pomme bleue. Et l'autre qui donne, je ne sais plus quel, à Dagobert II, roi et Sion, et ce trésor, et il est la mort. Bon, ça c'est connu. Et il y a un troisième texte qui a été qui était dans le presbytère, voilà, dans l'habitat de Béranger Saunière, et qui a été retrouvé que dans les années 60, c'est ça? Dans les années 60. Voilà, personne ne sait ce que c'est, d'où ça vient, à quoi il sert. Il y a un texte bizarre qui est écrit à l'intérieur, qui parle de l'embouchure du Rhône. L'embouchure du Rhône, on en reparlera le lundi avec Laurent Fent à propos de Pont Saint-Esprit. Vous allez voir qu'on va faire un lien vraiment bizarre par rapport à l'embouchure du Rhône. J'ai trouvé des éléments aussi récemment par rapport à ça. On va faire des liens, vous allez voir, assez intéressants. Mais donc voilà, le sceau pêcheur, c'est un document inédit auquel personne n'a rien compris, sauf Franck Hélène. On en reparlera un peu de Franck Hélène. C'est un chercheur normand que j'ai fait venir à Paradj en 2019 et qui a réussi à décoder le sceau pêcheur, mais il y a un autre décodage que Stéphane a trouvé pour le coup qui est tout nouveau et auquel Franck Hélène n'a pas voulu prêter attention. Et c'est intéressant parce que le mec depuis commence à dévier, à partir en couille. Donc ça veut dire que c'est sérieux. Voilà, mais on en reparlera plus en détail en cours de route. Donc je vais lancer le diapo et puis tu me dis au fur et à mesure, j'avance, je recule et tout et tout. Il n'y a pas de problème. C'est parti. Alors, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Rennes-le-Château parce que bon, ça pilule sur Internet. Hein, donc, je pense que tout le monde connaît l'histoire de Béranger Saunière et puis de toute la suite. Et puis toute son historique que pas mal de chercheurs ont mis sur les réseaux sociaux. Moi, je vais vous parler parce que, en fait, ce que je m'aperçois, c'est que c'est une histoire en double. Pratiquement tout est en double. Je donne comme exemple, il y a deux Rennes, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château. Ensuite, vous avez deux tours. Alors, vous allez voir que les tours, c'est quelque chose qui revient assez souvent et qu'on va retrouver un petit peu partout parce que on va des fois s'écarter de Rennes-le-Château pour aller à d'autres endroits qui vont nous donner des indices et qui vont nous confirmer certaines choses. Les deux tours, qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est que vous avez une tour qui est la tour Magdala qui, au départ, il voulait l'appeler la tour de l'horloge. Retenez bien ça, parce qu'on va le retrouver. Et cette tour Magdala, elle est en dur, elle est en pierre, donc en matière. Il y a 22 marches qui partent vers le bas et qui montent vers le haut. Et de l'autre côté, vous avez une autre tour qui est l'orangerie, qui est transparente, qui servait de serre pour des oiseaux. Et entre ces deux tours, vous verrez qu'elles sont, je dirais, quasiment identiques, mais à l'opposé. Donc l'échauguette est à gauche et celle de l'orangerie est à droite. Donc c'est en opposition. Au milieu, vous avez le belvédère, et sur le belvédère, vous avez 11 marches d'un côté, 11 marches de l'autre, donc qui donne le chiffre 22, encore une fois. Avec une source, une fontaine au milieu. Voilà. Après, bon, vous avez deux abbés sauniens. Donc, vous avez Béranger Saunière et puis Alfred Saunière. Deux églises, donc ce que vous voyez là-haut, donc qui sont en opposition. C'est-à-dire que dans la première église qu'on voit, qui est matérielle, qui est au-dessus, donc tout est en endroit. Par contre, tout ce qui est sur l'autre église, tout est en envers. Et encore une fois, une opposition. Et vous verrez que là aussi, on a le calvaire qui est placé sur une tour et on va retrouver encore pas mal de choses qui nous font référence à des tours. Ensuite, vous avez deux Maries. Donc, le diapo suivant.
Donc vous avez là une anomalie, parce que en fait c'est Marie d'Arles d'Opoul, de Nègre d'Opoul, et là il y a marqué Marie d'Arles, Dame d'Opoul. Donc ça nous parle de Marie d'Arles. Alors beaucoup de chercheurs ont dit, vous voyez, c'est Arles en Provence. Donc, mais il y a deux Arles aussi. Il y a Arles en Provence et Arles-sur-Tech qui est de l'autre côté. Suivante. Donc, on va aller du côté d'Arles. Qu'est-ce qu'on a du côté d'Arles? On a les Saintes Maries de la Mer. Donc, je ne sais pas si tu veux intervenir. Ah bah avec plaisir. Voilà. Parce que les Saintes Maries, ça rigole pas. Hein. Déjà, on n'est pas en France, on est chez les Gitans. Quand tu arrives là-bas, elle te saute dessus, tiens, vas-y, file-moi ta main, je vais t'expliquer ta vie, puis tu me payes. Hein. Puis si tu casques pas, ça va pas le faire. Hein. Si tu as un mauvais œil, il va t'arriver nul. Donc elles sont chez elles, les Gitans, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Les flics la regardent faire. Non, vas-y, tu prélèves ta dîme, tu fais ce que tu veux, c'est toi qui décides. Dans la crypte, vous avez à gauche Pépé Lafleur, le mec qui a été promu roi des Gitans par le général de Gaulle, dans les années 50-60. Parce que le général de Gaulle a détourné l'argent. Après la condamnation des nazis, ils leur ont piqué de la thune pour dédommager les Gitans qui avaient fait partie des programmes d'extermination nazis. Le général de Gaulle a gardé la thune pour faire les autoroutes, et pour dédommager les Gitans, il leur a fait un peu d'honneur, et il a proclamé, non mais c'est vrai, hein, et il a proclamé le dénommé Pépé Lafleur comme roi des Gitans. Donc vous avez sa trombine dans la crypte d'Arles, le mec est magnifique, enfin, ils sont d'une noblesse, et vous avez en face un autre type, l'autre portrait d'un gitan qui bouffi d'alcool et tout, bronzé, tanné. Et ces gens-là sont des gardiens. Les Saintes Maries de la Mer, c'est le domaine des taureaux. Et le taureau, c'est l'héritage de l'ère du taureau, c'est les cultes néolithiques, c'est l'héritage cultuel de la terre-mère, de Cybèle, de Déméter, ainsi de suite. Donc vous avez tout ça de cristallisé aux Saintes Maries de la Mer. Et Sarah, la Noire, moi j'ai vu des gitanes sur le parvis de l'église, je leur ai dit, vas-y, mais il n'y a que des morts là-dedans, ils sont où les vivants? Non mais il y a Sarah là. Il m'a dit l'autre là, putain. Comment tu parles? Il y a Sarah. Et Sarah, c'est l'Égypte aussi. Parce que Sarah, c'est pas un prénom, c'est un titre, ça veut dire princesse. Sarah. Princesse d'où? D'Égypte. Elle est noire, c'est Kémite, Al-Kémia, la terre noire. D'accord? Donc l'héritage égyptien et de l'ère du taureau est cristallisé au Sainte Marie de la Mer. Puis les mecs qui gardent des taureaux, les cow-boys qui s'occupent des taureaux, c'est pareil. Hein, quand tu marches sur le pied, tu dis pardon monsieur tout de suite. Hein, parce que sinon tu voles. Donc c'est très particulier comme endroit. Voilà. Et ça tombe bien parce que moi j'habite juste à côté. Donc voilà, donc je connais très bien les taureaux et puis tout ce qui tourne autour des taureaux. Mais là j'ai un petit problème parce que beaucoup de chercheurs disent Marie-Madeleine, pensent à Marie-Madeleine, sauf que quand on prend la tradition et quand on prend sur les sources de la région là-bas et de l'Office du tourisme, ce qui est arrivé à les Saintes Maries de la Mer, eh ben, il n'y a que Marie Jacobée et Marie Salomé. Et on le voit sur les barques. Donc, pas de Marie-Madeleine, aucune trace, ni dans la région. Il n'y a aucune église qui était dédiée à Marie-Madeleine, personne. Et Sainte Sarah, okay. C'est possible. Voilà. Par contre, par rapport à ce que disait Alexandre, on a des traces de Sarah, l'égyptienne. Donc je ne sais pas si tu veux dire un mot sur la Sainte Sarah, si tu veux rajouter quelque chose. Pas plus que ce que je viens de dire, que ce soit un personnage réel ou pas, l'important c'est qu'elle désigne, elle incarne la tradition égyptienne. Et elle signifie qu'il y a eu des contacts réels, des courants, des échanges, des colonies, des transferts entre l'Égypte et la côte méditerranéenne. Ça c'est clair. Voilà, donc pas plus d'éléments, sauf que quand elles sont arrivées là, donc il y a une église qui a été c'était même pas une église, c'était une chapelle qui a été construite sur un puits. Donc on retrouve de l'eau et qui par la suite a été fortifiée contre les attaques des Sarrasins. Il existe aussi une autre Sainte Marie la Mer, mais en parler de double, c'est pas tout à fait vrai, parce que là on a les Saintes Marie de la Mer, mais l'autre c'est Sainte au singulier, Sainte Marie la Mer, pas la même chose.
Donc très peu d'informations sur cette rue. C'est un petit hameau qui était perdu sur un ancien port qui était un port romain, qui était le port Roussillon, donc qui a donné le nom de Roussillon. Et il y a quelque chose de particulier, parce que ce petit hameau, il a été fortifié, et fortifié de 4 tours. À l'heure actuelle, il n'en reste plus qu'une, qui est la tour de l'église, qui s'appelle la tour de l'horloge. Voilà. Par contre, dans les alentours, eh ben, on a Sainte-Marie, on a beaucoup d'églises qui sont Sainte-Marie, on a aussi des domaines de Marie-Madeleine, etc. On trouve énormément de traces. Donc là, c'est beaucoup plus intéressant. Et bien sûr, à côté des Sainte-Marie, la mère, qui était Santa Maria de Pirard, à l'époque, eh bien, on a Arles-sur-Tech. Donc l'image suivante. Qu'est-ce qu'on retrouve à Arles-sur-Tech? Oui, bah simplement pour bien situer géographiquement, Sainte-Marie-la-Mer, c'est Roussillon, c'est Banyuls, Collioure, Port-Vendre, hein, la côte Vermeille. Et en remontant par la vallée du Tech, en Val-Espire, on arrive à, je passe par Céret, Amélie-les-Bains, Arles-sur-Tech. Et une abbaye visigothique magnifique dans son jus, Notre-Dame, avec vous avez ici le sarcophage des saintes Abdon et Sémène, qui sont des mecs qui venaient d'Iran, de Perse. Enfin, il y a toute une histoire de transfert d'influence entre les mages persans et les Visigoths, parce que là on a chez les Visigoths, avec ce chrisme magnifique. Donc sarcophage miraculeux qui se remplit d'eau tout seul. C'est attesté, c'est documenté, il y a eu des expertises, la télévision est venue, ils ont fait la gueule, ils savaient pas comment faire tellement c'est... Mais voilà, il est toujours là le sarcophage, et il se remplit encore de temps en temps. Et puis vous avez ce magnifique symbole visigothique, tu vois, avec puis une croix templière, hein. Par parenthèse, on a déjà ici la croix templière au 8e siècle, 9e siècle, bon. Voilà, et si tu veux ajouter quelque chose, voilà, sur Arles-sur-Tech, voilà ce qu'on peut dire à minima. Alors là, on retrouve encore, je dirais, quelque chose de symbolique, puisqu'on a de l'eau sacrée. On a de nouveau de l'eau. Alors ça, c'est un fil conducteur, l'eau. Ça, c'est vrai. Ça, c'est bien vu. Donc, par contre, c'est un monument qui est dédié à Guillaume de Gosselm. Et qui c'est Guillaume de Gosselm? C'est le comte du Razès. Non, tu l'as pas mis. C'est pas grave. Non, je l'ai pas mis. Mais c'est un des fils de Guillaume de Gélone. C'est ça. Bon. C'est ouais. Fils, petit-fils, j'ai pas tracé l'époque. Un des fils de Guillaume de Gélone. Alors Guillaume de Gélone, si vous me suivez, vous le savez déjà, c'est indiqué à la fin de l'énigme sacrée des 3 Anglais, là, mais bon, ils en parlent un peu au conditionnel avec des pincettes parce qu'ils ont peur de... Hein. C'est réglé, hein. Guillaume de Gélone, c'est le fils de Natronheim qui était un exilarque de la lignée de David, un type qui était le chef de la communauté juive de Babylone. Je vais vous raconter l'histoire vite fait parce qu'elle est centrale, c'est une clé, hein, personne ne la connaît, mais ça explique tout, la lignée du Saint Graal, c'est ça, c'est lui. En 751, les Arabes, les musulmans occupent Narbonne, et Pépin le Bref, qui vient de prendre le pouvoir, fait le siège de la ville, et il n'arrive pas à rentrer, il se casse les dents, parce que les Visigoths, enfin les Gallos, les Gaulois et les Visigoths qui sont sur place préfèrent rester avec les musulmans qu'avec les Francs. Hein. Ça a été souvent à cette époque-là, ils détestaient tellement les Francs qu'ils préféraient avoir affaire aux Arabes. Et pour parvenir à forcer la place, Pépin le Bref a négocié avec la communauté juive de Narbonne pour qu'elle se retourne contre les Arabes et qu'elle ouvre les portes de la ville, en échange de quoi il donnerait la main de sa fille et il donnerait un royaume aux Juifs en Septimanie. Donc les Juifs ont dit ouais d'accord, ils ont fait venir un gars de Babylone, de la maison de David, qui a épousé la sœur de Pépin, Aude, comme par hasard, Alda, et de ce mariage est né Guillaume de Gélone, cousin de Charlemagne, et qui meurt mystérieusement en 812, soi-disant, j'en crois pas un mot, juste après avoir fondé donc l'abbaye de Saint-Guillaume-le-Désert, qui était même la porte d'entrée du mystère, parce que quand tu vas à Saint-Guillaume, tu pénètres le Val de Gélone et tu arrives au cirque de l'Infernet qui barre tout. C'est une impasse le truc, mais bon, ce sont des parois rocheuses, verticales, vertigineuses. On est à l'entrée de l'intraterre. Hein. L'Infernet, c'est l'enfer. Guillaume, c'est lui qui a fait le pont du diable sur l'Hérault avant d'arriver dans les gorges de l'Hérault.
Pont du diable, c'est simplement la caricature catholique pour... là, je vous fais un résumé très condensé de symbolique, mais parce que ça va rejoindre les Templiers. Un pontife, un gars qui construit des ponts, c'est un type c'est un descendant d'Hiram. C'est un bâtisseur. C'est un mec qui maîtrise la matière, c'est un mec qui maîtrise la géométrie, les chiffres, les forces, les rapports de force, les proportions. C'est le constructeur du temple, c'est les descendants de Hiram. Donc, pont du diable, parce que c'est diabolisé, parce qu'il faut maîtriser les forces de la terre, les courants telluriques pour faire un pont qui tient longtemps. Donc le pont du diable, c'est Guillaume de Gélone qui il piège le diable en disant, parce que le diable réclame l'âme du premier gars qui passera sur le pont en échange de son service, et Guillaume lui dit oui, d'accord, et puis du coup il envoie un chat, et le diable se fait baiser, il tombe dans l'eau, bon bref, c'est toujours les mêmes histoires, mais c'est pour vous dire que Guillaume maîtrise le diable. Le diable, c'est le domaine souterrain, c'est le domaine tellurique, c'est la matière, c'est les minerais, les minéraux, la métallurgie, la forge, les forgerons, tout domaine d'activité qu'on retrouvera associé aux Templiers, très clairement. Donc un des fils de Guillaume de Gélone, il a fondé l'abbaye d'Alette-les-Bains en 813-812. Donc vous avez un roman d'Arcette-les-Bains qui s'appelle 813. Pourquoi? C'est l'année de l'abbaye d'Alette. Et c'est aussi l'année de l'invention de la tombe de Jacques Rémageur à Santiago, en Galice. Et ça, c'est un des points de départ pour le coup du vrai projet des Templiers, des vrais Templiers. Puisque Santiago, on en parlera un peu plus tard, mais ça peut se trianguler sur la carte avec des sites, vous allez voir, c'est fabuleux. Mais il y a un rapport entre la mort officielle de Guillaume de Gélone, qui n'est pas mort, qui est sous terre, qui est en son heure, façon roi perdu, c'est un peu ce niveau-là. La tombe de Saint-Jacques, Jacques le Juste, frère de Jésus, et chef de la première vraie église chrétienne de Jérusalem, assassiné par Paul de Tarse, quand il a créé le christianisme romain, qui est devenu l'église catholique romaine. Et un troisième site... en Grande-Bretagne celtique, vous allez voir, ça rigole pas. Donc, l'un des fils de Guillaume, voilà, c'était le chef du pays wisigoth, du côté du Val-Espire, dans les Pyrénées. Voilà. Maintenant, on va revenir un petit peu plus à Rennes-le-Château. Donc, vous avez beaucoup d'informations sur l'entrée de l'église de Rennes-le-Château, et on a oublié de regarder un petit peu les deux gargouilles qu'il y a. Il y en a deux. Donc, je voulais simplement vous faire remarquer un truc. Sur la première gargouille, qui est sur la gauche, elle tire la langue. De l'eau. Et la deuxième, elle a des ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est la langue des oiseaux. Donc, on nous invite à utiliser la langue des oiseaux. Et moi, je suis là. Autre chose, sur le tympan, écoutez bien. Voilà, on a la fameuse phrase Terribilis est locusis. Donc ça vient d'une fameuse célèbre conte de l'échelle de Jacob. Donc qui dit oui. Oui, tu connais l'histoire. L'échelle de Jacob, c'est un prophète hébreu qui rêve une nuit. Qui a une échelle avec les anges qui montent et qui descendent de la terre au ciel. Et quand il se réveille, il dit « Putain, ce lieu est terrible, Dieu est ici, je ne le savais pas. » Terribilis locus iste, Dieu est ici, je ne le savais pas. Et ce qu'il fait au réveil, il dormait sur une pierre, il a dressé la pierre. Donc un miniache dans la Bible, ça c'est intéressant, il serait temps de le remarquer quand même. Et il l'a consacré, il répand de l'huile pour la consacrer sur le sommet. Ce qui donne un bétil, ce qui est une variante des pierres de foudre, c'est un peu comme les pierres de foudre, mais c'est une allégorie de la pierre de foudre telle que moi j'en parle, et c'est la référence que reprend Saunière, un peu comme si le songe de Jacob et la pierre qu'il avait dressée étaient ici. Voilà. Mais de cette histoire, il y a aussi un double, c'est-à-dire que quand on regarde Marie, elle tient la croix à l'horizontale. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est un instrument qui s'appelle le bâton de Jacob. Voilà. Donc on retrouve avec Ptolémée qui montre les astres. Donc c'est l'ancêtre du sextant, quoi. L'image suivante. Donc là on retombe sur l'astronomie, le rapport aux étoiles et la position des constellations pour créer un lieu, faire une fondation. Et puis la corde à nœud des druides et des bâtisseurs, la corde, et l'abacus, qui était le bâton du maître des Templiers. C'est la même chose. Donc on nous invite à utiliser les astres
pour, je dirais, aller plus loin dans la recherche au niveau de Rennes le Château. D'ailleurs, il y a un certain chercheur que je communique avec, qui s'appelle Christophe Carlier, qui, par rapport au phénomène, au menhir des Pontilles, a prouvé scientifiquement que il y avait la présence d'une ancienne cité qui avait disparu, qui s'appelle Thèbes. Donc voilà, image suivante. Et là, on va rentrer, alors je ne sais pas si il y en a quelques-uns d'entre vous ont vu l'émission que j'ai fait sur les sentiers du réel. Et donc je me suis intéressé au statut. Donc la première chose que je veux préciser, c'est que je vais utiliser tout ce qui a été découvert. Donc je vais essayer, dans l'ensemble des découvertes qui ont été faites par les chercheurs, de faire, je dirais, de reconstituer un peu pour voir où est-ce que ça nous mène et qu'est-ce que ça nous dit directement, puisqu'on nous demande d'utiliser le langage des oiseaux. Donc on a là, je commence par Sainte-Germaine. Sainte-Germaine, je ne veux pas vous faire l'histoire, Sainte-Germaine, elle est considérée symboliquement être la patronne des pauvres et des bergers. Donc ça nous rappelle un petit peu le tableau de Poussin, des bergers d'Arcadie. Deuxième chose, elle était malade, donc elle était atteinte de tuberculose, et elle avait un bras desséché. Et on a un endroit qui est pas loin d'ici, qui s'appelle la Kumsur. Kumsur, en patois, ça veut dire bras desséché. Donc on a un lieu, et c'est sur ce lieu on retrouve cette fameuse dalle où c'est dit là où la ligne coupe M au milieu. Voilà. Et SAE c'est Rennes le Château, et SIS c'est Rennes les Bains. Tu peux redonner s'il te plaît la lecture de la plaque? Et c'est immédiat, ça veut dire là où la ligne coupe M au milieu. Linéa ubi MC4 linéa parva. Voilà. Et donc, autre chose, c'est que, bon, je ne veux pas vous refaire les lettres, hein, parce qu'on a retrouvé le mot Saint Graal, donc ça c'est connu. Oui, là, Germaine, Roch, Antoine. C'est ça. Antoine de Padoue et Antoine Lermite, Saint-Luc. Et Luc ici. Voilà. Donc on a le mot Graal. Ça a été découvert depuis longtemps. Et quand on regarde Sainte-Germaine, c'est une bergère. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder le mot bergère. Image suivante. En face, on a Saint-Roch. Donc on va travailler comme ça. Donc Saint-Roch, les chercheurs ont trouvé le piège d'un roc. C'est pas tout à fait vrai. Alors, je comprends pourquoi ils ont voulu insister sur le piège de la roque, parce qu'au sommet du piège de la roque, on retrouve une tombe qui est datée par les historiens entre 700 et 800 ans. Bon, on ne sait pas de qui. Voilà. C'est ça, le pas de la roque. Hein. Mais quand on regarde Saint-Roch, il fait un geste, il soulève sa tunique. Et on voit que c'est pour s'intéresser sur sa jambe et surtout sur le pas qui est au bord du socle. Donc, je vais retenir le mot pas. Image suivante. Saint-Antoine d'Hermite, qui est en fait Saint-Antoine le Grand, qui est très connu par rapport, je dirais, les tentations d'Antoine, et qui a été beaucoup représenté par Tony. Tiens, on a Tony. Et il y a aussi autre chose, le lieu, c'est l'Ermitage, qu'on retrouve pas loin, et en bas de l'Ermitage, on a les libellules. Alors, quel est le symbole des libellules? C'est comme les papillons, les libellules, ça représente le renouveau, la résurrection. Ça vient d'où ça? C'est quoi ça? Ça se trouve entre l'intersection de la rivière de la Blanque et de la Salle. C'est juste en contrebas, sur la route de Rennes-les-Bains, qui vient jusqu'ici. Voilà. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose sur Saint-Antoine. Oui, pour faire un peu par rapport au 17 janvier. Alors, en effet, oui. Il est fêté le 17 janvier, qui est la date qui correspond dans les recherches et les trouvailles de Christophe Carlier en archéoastronomie au positionnement du lever de Sirius, je crois, l'apparition de Sirius à l'horizon. Sirius donc, est associé à Isis chez les Égyptiens,
c'est l'Égypte, Sarah Notre-Dame, c'est elle aussi qui a géré les Templiers, qui est à l'origine de l'inspiration templière, ça c'est clair. L'ésotérisme templier est isiaque, d'origine isiaque, ça c'est clair et net, mais je suis en train de bosser là-dessus. Et Antoine l'ermite est associé à l'Égypte, puisque c'est le fondateur du monachisme, plutôt de l'érémitisme chrétien, c'est-à-dire la tradition des ermites, les gens qui vivent seuls, isolés au désert, mais le désert évidemment renvoie à l'Égypte. Mais en plus de ça, Antoine est représenté, sa statue à Galamus est remarquable. L'ermitage du coup de Galamus, lieu clé s'il en est, il est représenté avec un cochon qui dissimule le sanglier, donc les mystères druidiques, la tradition druidique, d'accord. Et il a aussi un bâton, alors c'est un bâton de pèlerin avec la cloche, mais enfin à Galamus il a aussi, il est ceint d'une corde à 13 nœuds, donc la corde des géomètres et des bâtisseurs. Donc vous avez beaucoup de choses derrière ce personnage. Qui occupe un lieu, en l'occurrence Galamus, qui était naguère un sanctuaire, pareil, de Madeleine, d'Isis et des cultes féminins. Voilà, et pour le dernier mot, pour vous dire, je retiens le mot tentation. Donc si on reprend par rapport au statut, donc on a Sainte-Germaine, bergère, Saint-Roch, le pape, et Saint-Antoine, tentation. Donc on retrouve, je dirais, le décodage du grand parchemin. On continue, Saint-Antoine de Padoue. Alors si vous avez remarqué, tout le monde l'a dit, c'est la seule statue qui n'est pas accrochée au mur, donc qui est au sol. On nous invite de s'intéresser à cette statue. Saint-Antoine de Padoue est représenté et supporté par 4 anges. Ceux qui sont contraires au diable, qu'on appelle Asmodée, voilà, qui est au début. Là, c'est le contraire. Donc, ça veut dire que c'est une personne qui est vachement importante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que vous pouvez remarquer, c'est qu'il porte 2 croix. Donc, une qui est vierge, qui pendouille, et l'autre qui est accrochée avec le crucifix. À la ceinture. À la ceinture. Voilà. Autre chose qu'il faut remarquer, c'est que sur les 4 anges, il y en a une qui a un genou dénudé, comme celui de Saint-Roch. Donc, on nous invite à s'intéresser à cette personne. Et c'est là, quand je suis allé une fois, c'était à l'époque de janvier, et je me suis mis sur cette statue, et je regardais, parce qu'elle ne regarde pas dans la même direction que les autres anges. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pointé avec un laser, et j'ai pointé où est-ce qu'elle regardait exactement. Elle pointait un bénitier qui a disparu, qui n'y est plus ce jour, qui était accroché à côté de l'autel. Et c'est à partir de cet instant-là que je me suis fait attraper, je me suis fait foutre dehors de l'église. Et donc après, je ne pouvais plus rentrer. Et c'est là que je les ai entendus parler en disant il y a des fouineurs, ils commencent à mettre leur nez un petit peu trop près des choses. Et puis il y a le fenestron de la pièce secrète qui a été caché. Et donc après, j'ai voulu partir à un certain endroit, j'ai pas pu, et c'est juste en revenir. C'est des chasseurs, il y avait plein de chasseurs tout autour qui m'ont empêché d'y aller. C'est là que j'ai failli avoir un accident parce que j'ai voulu passer du côté de Granès. Et il y en a un qui m'a foncé dessus, et donc j'étais obligé de me mettre sur le bas-côté. J'ai le bas de caisse qui a touché, et j'étais complètement dans le fossé. J'ai dit, c'est bon, c'est que lui, il n'avait plus. J'ai dit, c'est bon, c'est que lui, il va falloir que j'appelle une dépanneuse, parce que voilà. Ça, c'était la petite histoire, donc ça commençait déjà là. Par rapport à un bénitier qui a disparu. Ouais, ça plaisait pas. Et encore une fois, c'était un bénitier, donc de l'eau. Voilà. Donc là, par rapport à Saint-Antoine de Padoue, on n'a pas de lieu. C'est normal parce que Saint-Antoine de Padoue, quand vous avez perdu quelque chose, vous faites la prière de Saint-Antoine. Oui, il est dédié aux objets perdus. Voilà, c'est un gardien. Donc il garde les objets perdus. Mais il permet aussi de vous aider à trouver ce que vous recherchez. Donc je vais garder le mot garde, puisque c'est un gardien. Image suivante.
Et là, juste en face, ça aussi, ça a disparu. Heureusement que je vous ai pris en photo. Il y avait des petites statuettes, et donc pour confirmer qu'elles étaient bien là, parce que quand vous irez à le château, vous regarderez sur le pilier, il y a encore des traces qui sont... Parce qu'il y en a qui ont dû les tourner, donc ça fait des frottements sur le lambeau. Donc elles étaient bien là, et puis il y a des trous qui ont été remplacés par des crochets, etc. Et donc on a celui qui est intéressant, c'est Saint-Pierre. Donc Saint-Pierre, pourquoi? Parce que c'est lui qui a la clé. Donc, image suivante. Donc si on fait un résumé, on a bergère, pas de tentation, garde la clé, une référence à Poussin, une référence à Tenier. Donc est-ce que c'est le fruit du hasard? Sûrement pas. Et donc, mais dans tout ça, c'est quoi la clé? Et là, si on retrace dessus, ben, on a le M. Oui, si on retrace l'acronyme de Graal. Voilà. Mais est-ce que c'est entièrement la clé? Non, parce qu'il y a une statue qui n'a pas été prise dans le circuit, c'est Marie-Madeleine. Donc si on se met du côté de Marie-Madeleine, c'est pas un M qu'on voit, c'est son contraire. On va dire le W, mais à l'époque le W il n'était pas utilisé, il existait, mais il n'était pas utilisé, donc c'est le contraire de M. Image suivante. Maintenant, on va s'intéresser à Jean-Baptiste, qui l'a le Fils de Dieu. Donc ça nous donne le Dieu. Donc le label Dieu. Et si on regarde Jean-Baptiste, on voit qu'il tient une pique, qui est en forme de croix. Et au-dessus de cette croix, il y a une frange qui a la forme de M. On ne peut pas la manquer. D'accord? Et quand on regarde au-dessous, elle est placée sur l'oméga. Voilà. Donc on a un lieu Lavalieu et la pique de Lavalieu. C'est ce que vous voyez juste à côté. Et à ce lieu-là, il y a une croix. Alors, est-ce que les véritables, ça je ne peux pas vous le dire, mais il y a deux croix qui sont gravées là-dessus. Bah, tu la connais cette croix? Oui. Il y en a 300 dans le pays. Hein. C'est une croix récente. Je ne sais pas si elle fait partie du codage parce qu'il y en a vraiment partout. Il y en a 300. Celle-là. Là. Bon, ce qui est sympa, c'est que vous avez un M à chaque branche. Enfin, chaque branche figure un M et le mec qui les a gravés, il appelle ça effectivement la croix de Marie parce qu'il y a 4 M. Et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ça. Il m'a dit c'est pour dépiéger les lieux. Donc en gros, il a fait ça dans une optique de nettoyage géo-bio, mais par contre, le mec il est fin fou. Hein. Il a cramé. Il s'appelle Benjamin. Il s'est créé un domaine à Villelongue, à côté de Limoux. Il s'est appelé Bemyamim de Mahat, pour l'anecdote, hein, parce qu'il a banni le N de son vocabulaire, parce qu'il a décidé que le N, c'était la négation, c'était le négatif, c'était la haine. Donc il ne faut pas dire N. Donc il dit me. Il s'appelle Benjamin, il s'appelle Bemyamim. Et il prononce, tu l'écoutes parler, c'est imbitable, il ne prononce pas les N, il les remplace par des M. Et il a sculpté des croix comme ça par 300. Il y en a au sommet du Pec, il y en a à Rennes-les-Bains, enfin il y en a partout, 300. Je n'ai plus de nouvelles, mais il fait partie de la légende, du folklore de Rennes-les-Bains, si vous voulez, mais je suis pas sûr que ça fasse partie du codage des curés pour le coup. Non, je pense pas non plus. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un endroit qui, à l'époque, ça s'appelait la Valise Dei, donc la vallée des dieux. Et il faut savoir que ce domaine-là, il était détenu par les hospitaliers. Et il y avait un ancien monastère qui a disparu, qui était juste à côté, juste au-dessus de la fontaine. En plus, la fontaine, il n'y a pas la Vierge, il y avait une croix à la place. Et donc les hospitaliers étaient consacrés à Jean-Baptiste. Voilà, l'image suivante. Maintenant, on va se tourner sur le côté de Jésus. Si on le regarde bien, ben, il y a sa barbe qui est taillée en M, mais en W. Et donc, Jésus il est placé sur l'alpha. Donc, on nous dit l'alpha, c'est Jésus, et l'oméga, c'est Jean-Baptiste. Alors, où c'est l'alpha, c'est le W, et le M, c'est l'oméga. On retrouve la même chose sur le pilier, alors ça je vais passer rapidement, simplement vous regardez l'émission, donc le M il est placé sur
l'oméga, et vous avez N qui est placé sur l'alpha. Alors pourquoi N et pas W? Parce que, comme j'ai dit, le W n'était pas utilisé, donc il fallait utiliser le langage des oiseaux pour comprendre. Donc le contraire de M aimé, c'est la N. Donc on retrouve N. C'est à l'époque on parlait comme ça. Image suivante. On le retrouve sur le tableau de Poussin aussi. Parce que si on regarde donc, le personnage qui est en bleu, donc avec son pouce, il pointe le N de Et in Arcadia, et avec son index, il pointe le R. Donc ça veut dire que le N est dans l'air AIRE. Voilà, et qu'on retrouve sur le monument aussi. L'image suivante. Voilà, là on voit mieux. Donc son doigt il pointe sur le N et l'autre se pousse sur le R. C'est quoi cette statue là? C'est le monument de Scrooge en Angleterre. Oui, non, il faut le dire, on ne sait pas ce que c'est ça. Ouais. C'est où du coup? En Angleterre. De quand il date, qui l'a fait? Ah ça par contre, voilà, c'est juste... on ne sait pas. Ouais, c'est juste, j'ai repris la photo simplement par rapport pour qu'on voit le mieux. Voilà. Et l'autre personnage, ici, donc il nous pointe son pouce vers une fente qui représente un T et son index sur l'ombre, sur la tête de l'ombre. Donc ça nous rappelle quelque chose. Donc ça nous rappelle le diable qui a quelque chose sur sa tête. Donc là on peut y aller. Passer rapide. Donc le diable Asmodée qui a le bénitier sur la tête, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Suivant. Voilà, donc on va s'intéresser maintenant à Asmodée. Asmodée, donc il a une position assez particulière, donc il est à mi-jambe. Et donc sur sa main gauche qui est sur sa jambe, il a des doigts en forme de cerf. Donc on a cerf mi-jambe, donc qui se rapproche de la cermigène. Ensuite, à droite, il fait un O. Alors beaucoup de chercheurs ont dit, mais tenez un bâton avec un trident. Alors, sur les anciennes photos, ça y est pas. À l'époque de Sonia, sur les cartes de postales de Sonia, ça y est pas. Donc c'est resté comme ça. Il montre simplement un cercle. Donc on a sur la main droite sa main qui est en forme de cercle, ça commence par S. Et à droite, on a un O, donc on a une direction sud-ouest. Voilà. Image suivante. Là, sur son aile gauche, on a des inscriptions dont les chercheurs ont cherché de savoir ce que ça voulait dire, parce que ça se trouve que sur son aile gauche. Et ben c'est de l'hébreu qui veut dire Yahvé. Donc en gros, si on utilise le langage des oiseaux, ça veut dire que le diable, Asmodée, a pris Yahvé sous son aile. Image suivante. Voilà. Au-dessus, on a un bénitier. Alors, si on regarde bien la statue, on a les 4 symboles qui sont représentés, c'est-à-dire le diable qui représente la terre, le bénitier qui est en forme de coquillage de Saint-Jacques, on rappelle Saint-Jacques de Compostelle, de l'eau, donc l'eau, par ordre comment dire, du plus matériel du plus dense au plus céleste. Donc on a l'eau, ensuite on a les salamandres. Les salamandres qui est un animal chimique et qui vit sous terre et qui sort la nuit à l'extérieur, qui représente le feu. Et on a les anges qui représentent l'air puisque c'est céleste. Mais là, on a l'eau qui est placée au milieu. Donc si on fait le signe de croix, on a les 4 éléments. Et quand on fait le signe de croix des 4 éléments, on a le 5e élément qui s'appelle l'éther. Donc l'éther, c'est quoi? La physique quantique nous dit que l'éther, l'univers est composé de 1% de matière et 99% de vide.
c'est Marc-Henri qui le dit et qui vient de le prouver scientifiquement puisqu'il a publié dans des livres scientifiques. Et donc le reste, 99% de vide, et ce vide c'est de l'éther. Donc il est dans l'éther, donc il appelle ça la conscience. Donc l'eau a une particularité, c'est qu'elle a la capacité de garder en mémoire là, dans les endroits où elle passe. Donc l'eau c'est un élément, en alchimie c'est un élément qui est mercure. Ça je veux pas déblatérer tout ça, parce que là si vous voulez des informations, vous pouvez aller voir les publications de Marc-Henri, vous allez trouver pas mal d'informations au niveau de l'eau. Mais ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qui est élément mercure? Ben, c'est la femme. Pourquoi? Parce que l'eau vient du mot Éoué. Et Éoué, c'est Ève, c'est la mère. Donc, on est en train de nous dire que l'élément intercesseur entre la conscience, entre Dieu, entre ce que vous voulez, eh ben, c'est la femme. Donc, c'est pour ça qu'on a la représentation de Marie-Madeleine qui a pu ressusciter Jésus, etc. Donc, on est ici. Tout ça, c'est un rapport, c'est ce qu'on appelle le féminin sacré. Donc, la femme est intercesseur entre, je dirais, la matière et la conscience, entre les deux. Ma suivante. Alors, ce qui est intéressant, c'est de le faire sur place. Donc, malheureusement, on ne peut pas le faire, hein, donc on va le faire par la carte de tout ce qu'on a trouvé. Donc, on a la Sermigiane qui est là. Vous avez le pas de la Rome qui est ici. On a parlé de la Coume sourde qui est là-haut. Donc, on a bien les lieux qui sont représentés. Et on a la pique qui est ici. Il y a une chose que tout à l'heure on n'a pas parlé, c'était les initiales qu'on avait retrouvées, P et S. Alors beaucoup ont trouvé la blanque et la salle, d'autres ont trouvé que c'était des rochers saunières, etc., etc. Mais on a une rivière qui coule entre les deux, qui commence par un B, qui finit par un S. Donc là c'est intéressant parce qu'on retrouve bien sur les lieux. Après en remontant cette rivière, on voit qu'on perd la trace, un petit peu comme les salamandres, c'est pareil. Donc, elle passe sous terre et elle ressort. Exactement. Et on a, quand on remonte, la fontaine des 4 étoux. Là, sur le diable, on avait 4 anges. Et là, on a 4 ritou, qui veut dire curé, on a 4 curés. Voilà. Et si vous vous rappelez, on cherche toujours ce fameux N ou ce fameux W. Image suivante. Voilà ce qu'on trouve à la fontaine des 4 étoux. Le fameux W. Là aussi, il y a une croix. Ah oui, non, Et on a fait partout. 300, il y en a. Donc, ce qu'on a déduit, l'interprétation qu'on a faite dans l'église, quand on reprend sur le terrain, ça correspond bien. C'est pas inventé. Et je ne vois pas des W partout, parce que oui, c'est vrai, on peut retrouver des W partout. Mais quand on suit, je dirais, pas à pas, ce qu'on a retrouvé dans l'église, on le retrouve sur le terrain. Et, image suivante. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un film qui est sorti qui s'appelle Du Trésor au vertige, qui était de Georges Combe. Et à un moment donné, dans le passage, il y a un certain chercheur, je ne me rappelle plus le nom, qui dit que sur le tableau du Christ au lièvre, il y avait la représentation de la Méduse, qui est là, ici, là-haut. Et la particularité de la Méduse. Là, vous avez la Méduse là, et le lièvre est là. Hein. Voilà. Vous avez une oreille et la tête qui est là. C'est une peinture qui est à Rennes-les-Dents, je crois. C'est ça. Dans l'église de Rennes-les-Dents, il en restait 2, dont la crucifixion et le Christ au lièvre. Et donc la particularité de la Méduse, Médusa, donc dès qu'on la regarde, elle transforme en pierre.
Donc ça veut dire que là, en gros, elle transforme la main de Jésus en pierre. Donc, et cette main, on la retrouve juste à cet endroit là où on a le W, on a une roche qui ressemble bien à une main. Oui, donc là on est sur la crête qui s'appelle la barre de la Rouire, hein, sur le plateau de la Val-Dieu, à côté du Carlat, en bas de Rennes-le-Château, dont Béranger Saunière avait fait la photo sur une de ses cartes postales. La Rouire, c'est la Vouire. Je vais l'expliquer, ouais. Et la Rouire, c'est la Vouire. Ouais. Donc les courants telluriques et la ternaire. Voilà, ça a été dit. J'explique. Voilà, il y a autre chose aussi, c'est que Rouire en patois, ça veut dire roi. Là, on a les rochers du roi. Et là, j'ai mis longtemps pour trouver. C'est-à-dire que Rocco Berthe, alors personne n'a trouvé, hein, sauf que j'ai une amie qui est sur les pales de la chimie qui m'a donné la piste, et donc qui s'appelle Rina. Merci Rina. Le B et le V, dans beaucoup de pays, c'est la même lettre. Donc en Espagne, on ne dit pas Verde, on dit Berde, etc. Donc en plus, c'est d'autant plus vrai que quand on fait des livres, on va les chercher dans une librairie. On ne dit pas une librairie. Voilà. Donc le B et le V, c'est la même chose. Donc on nous dit les rochers du roi, et si on remplace le B par le V, ça fait Rocco vert. Et vert, c'est la couleur au niveau alchimique, c'est la couleur du secret. Donc on est en présence, je dirais, les rochers du roi, les rochers du secret. Et si on revient à la tour Magdala, cette fameuse tour, voilà, on a une petite anomalie, c'est que au milieu là, du fenestron, on a une pomme de pin. Et donc, je ne sais pas si tu veux dire la symbolisme par rapport. Vous le savez déjà tous, ouais, c'est la glande pinéale, la pigne. Vous avez Marduk là, avec cette pomme de pin, là, la fameuse image sumérienne. Là. Et bon, après, voilà, ça se retrouve aussi dans l'étymologie, dans une des familles du Saint Graal visigothique, le seigneur de Pinos, dont j'ai parlé un peu récemment. En Catalogne, les Pinos de Baga, qui a donné la famille, c'est de la famille de la Tour du Pin en Auvergne, le seigneur de Pin, Pins en Provence, le bled de Pin, juste arrêt à côté de Toulouse, genre Pin, Pins. Louis Charpentier aussi avait trouvé que les Templiers étaient beaucoup sur des lieux qui ont gardé cette étymologie Pin, épine, espinasse, l'épine, l'espinet, l'espinouse. C'est la pigne, donc ce sont des lieux, a priori, des lieux de culte initiatiques, puisque la glande pinéale, c'est la glande endocrine qui commande l'ouverture du chakra du troisième œil, qui est un signe, chez René Guénon, quand ça s'active là-haut, c'est que tu passes de l'initiation virtuelle à l'initiation effective, c'est-à-dire que tu vois au-delà des apparences, que tu vois la réalité derrière les apparences. Merci. Donc voilà, donc on a ça qui pointe sur une fameuse tour qui a été transformée par Van der Buren. Donc à la base... Elisabeth Van Buren, tranquille. Elisabeth Van Buren. Tranquille, faut dire son nom. Ouais. Et au départ, c'était un moulin. Et qu'est-ce qu'on a juste en face? On a les rochers de la Rouille. Très belle photo. Hein. Voilà. Et donc, à cet endroit-là, on a un alignement entre la tour et les rochers de la Rouille. Et la Bessonnière, elle avait fait des cartes postales. Elle en a fait 33. Donc 28 sur le domaine et 5 à l'extérieur. Et une de ces cartes, il y a une anomalie, c'est-à-dire qu'il parle des cascades du Sotanou. Les cascades du Sotanou ne se trouvent pas là, se trouvent à Bronac, mais il a rajouté un O en plus. Donc on a encore de l'eau qui revient. Donc on est en présence apparemment d'une fontaine sacrée, donc, qui serait peut-être à découvrir. Autre chose, c'est que dans la grande fresque qui est dans l'église, on a un personnage, bon, ça c'est connu, hein, je vais passer rapidement, qui porte un parapluie, c'est un ecclésiaste, donc ça beaucoup cherché en longue vie. Et sur une des cartes postales, on le voit là, juste, non, au-dessus là, là où il y a la flèche, là, et la tache blanche, parce que, voilà,
C'est la tache blanche là, qu'il y a là. Voilà. Parce que l'inversion, c'est. Ouais, il y a l'inversion entre un parapluie noir et un parapluie blanc. Voilà. Voilà. Image suivante. Alors, la silhouette est là et ce qui est en blanc là, c'est le parapluie. Mais je trouve sur internet les cartes postales de Béranger. Ouais. Oui. Ouais. Et puis, Chris Arquis, les a publiées. Hein. Voilà, il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que là, après je laisserai la parole à Alexandre parce que c'est plus son domaine. C'est dans une des cartes postales, et ça c'est récemment que je l'ai remarqué, et ben il y a une faute. Véranda s'écrit pas avec un H. Donc pourquoi on nous parle de H? Parce que quelque chose que j'ai pas étudié mais que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est chez Boudet. Il écrit Menhir sans H et écrit Cromlech sans H. Alors qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui ont été retrouvées, qui est assez connu. Il y a des haches en pierre qui ont été retrouvées tout autour de Rennes-les-Bains et de Rennes-le-Château, par milliers. Et on appelle ça des haches boutiques. Donc là, je laisse la parole à Alexandre, parce que c'est son domaine. Non, mais je suis content, je te remercie, parce que pour le coup, ça fait plaisir de voir que la recherche indépendante valide une autre hypothèse qui est que, effectivement, il écrit Cromlech avec un K au lieu d'un H, il oublie le H dans Menhir. Donc évidemment, c'est pour attirer l'attention sur le H. Et sur la carte postale de Béranger, moi, j'avais pas capté ça, je n'avais même pas vu celle-là, Véranda avec un H, qu'est-ce que ça fout là? Donc effectivement, la H. Donc les haches votives, oui d'accord, parce que c'était une des versions dans la tradition et dans la littérature antique, hein, des pierres de foudre. Puisque l'archétype de la hache, c'est pas la hache préhistorique comme le croient les historiens, c'est le marteau de Thor. C'est le Vajra d'Indra, ce sont des armes de combat, un bordel qui crache le feu, qui crache la foudre. Vajra, foudre, diamant. Le Vajra, c'est à la fois la foudre et le diamant. Le diamant, c'est le minerai le plus dur sur Terre, le plus cristallin et le plus pur. Donc on retrouve la référence aux minéraux et au tellurique. En plus, le diamant, c'est la même combinaison, enfin c'est la même composante atomique, ce sont des atomes de carbone, mais qui sont configurés différemment. Avec le carbone, tu fais du charbon ou du diamant, selon la composition. Donc ça veut bien dire que le Vajra permet de passer du charbon qui est friable et noir à quelque chose qui est dur et pur et transparent. Donc ça recouvre déjà tout un process initiatique. Et du coup, la hache, donc l'axe en anglais, et évidemment le méridien zéro, d'accord, l'axe nord-sud. Et la verticalité, puisque pour que le Vajra circule, il faut être droit, hein, rectifié. Et du coup, les haches votives recouvrent un autre type de pierre, pour le coup qui n'était pas un outil ni une arme de combat, mais qui sont les pierres de foudre, d'accord, qui n'ont pas d'usage, qui n'ont plus d'usage, mais sauf qu'à l'époque elles en ont eu, puisque partout où on a des secteurs où se trouvent des pierres comme celle-ci, avec des croix bizarres, des trucs en angle droit, des signes qui ressemblent à des runes, hein, ou des signes protocunéiformes, et bien partout où vous avez ces traces-là dans la pierre et dans les roches, vous avez des sanctuaires, des mégalithes, des sanctuaires visigothiques, des cathédrales, des chapelles, templières, et des lieux de culte. D'accord? Donc ça va avec. Pourquoi? Parce que la foudre qui a frappé ces pierres et qui leur a donné cet aspect, c'est la Shekinah. Mais enfin bon, ça j'en parle aussi par ailleurs dans un livre et sur d'autres vidéos qui sont en ligne sur internet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais c'est pour vous dire que les pierres de foudre qui en parlent depuis l'Antiquité, je veux dire, Henri Boudet en 1886, il y consacre plusieurs passages, et 40 ans plus tard, René Guénon, dans un article du Voile d'Isis en 1926, consacré aux pierres de foudre, et qui commence par un décodage de l'arcane du tarot, l'arcane 16, la tour foudroyée et la maison Dieu. Donc le feu de Dieu qui tombe sur la tour de Babel. Rien qu'avec ça, on pourrait en parler une heure, tu vois, mais donc par association, ce sont les seuls qui en parlent. Voilà. Merci. Image suivante. Mais il y a un double aussi. Forcément, là, au niveau du H, ça vient du mot labyrinthe, donc qui est un palais, ce qu'on appelle le palais des H en Grèce, et donc qui est le palais de Minos. Et labyrinthe, ça vient du mot labyrinthe.
Donc c'est pour ça que... Et c'est la photo que j'ai prise là, c'est par Géoportail. Et ça se trouve juste dans un champ qui est juste au-dessus de Gradès. Et donc dans ce champ, on retrouve, qui est récent, hein, donc c'est pour ça que je pense que la localité sait à peu près de ce qui se passe ici. Donc il a été décidé, ce fameux labyrinthe. Il y en avait un deuxième qui commence à disparaître, ça représentait le cosmos. Voilà. Et image suivante. Donc, apparemment, de ce qu'on aurait, ce serait un fameux labyrinthe. Ou c'est peut-être cette histoire de Rennes-le-Château qui est un fameux labyrinthe aussi. C'est peut-être ça aussi. Et là, ben, soi-disant, là je vais passer rapidement, la maquette d'André Douzet, que soi-disant elle est fausse, et ben, je l'ai comparée à ce que j'ai trouvé sur place. Donc, effectivement, ben, on a, alors je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça, la grotte du Carlat. Donc, c'est en fait une faille, donc il n'y a pas d'issue, donc qui se trouve sur la droite. Et juste en contrebas, dans la même position, on a une espèce de petite maison qu'il y a, et c'est ce que je vous ai montré sur la gauche. On a des ruines qui, au départ, je pensais que c'était une ancienne bergerie, et quelqu'un qui est maçon qui m'a dit non, c'est pas du tout une bergerie, c'est une ancienne fontaine. Parce qu'à l'heure actuelle, qui peut me dire où se trouve la fontaine des Quatre Écus? Personne. Parce qu'on la trouve pas. Ben, c'est une espèce de résurgence là où le sol est un peu marécageux à cet endroit-là, quoi. Ouais. Mais pour l'instant, on l'a donné près d'un chêne. Donc, et c'est là que je vais vous montrer quelque chose. Tant pis, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans ces ruines-là et que j'ai essayé de déclarer, mais on m'a envoyé balader. Voilà, donc personne n'en veut et même ça m'a attiré certaines fautes, mais là c'est pas grave, je vous le montre. Voilà. J'ai trouvé ça, bon, elle était en 3 morceaux dedans, donc je te laisse. Je voulais savoir qu'est-ce que ça représentait, parce que bon, c'est peut-être pas forcément... Alors il y en a qui disent que c'est égyptien, il y en a qui disent que c'est visigoth. T'as réussi à la dater? Ah non, j'ai aucune datation, personne n'en veut. Pourtant j'ai contacté la DRAC, Christophe a essayé de contacter le château du Louvre qui nous a envoyé au CNRS, ils n'en veulent pas. Voilà. Ça ne les intéresse pas. Comme on a essayé de déterminer par rapport au phénomène, fameux phénomène du truc, et ils ne veulent pas en savoir. Donc, du 17 janvier. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas ouvrir le débat. Vous viendrez la voir après, je la laisse là. Voilà. Et elle était enterrée, la statue? Pardon? Elle était enterrée, la statue, vous l'avez trouvée? Non, mais sous les pierres, ouais. Sous les pierres. Ouais, parce qu'il faut savoir que là, j'ai fait exprès de mettre la tuile qui est au-dessus, parce que quelqu'un a tout démonté, a tout balancé dedans, et toutes les tuiles sont en dessous. J'ai commencé à déblayer le truc, parce qu'il faut savoir que ça descend en dessous du niveau de la terre, donc apparemment, je vais vous l'expliquer après par la suite. Donc, toujours dans cet alignement, on a un endroit qui s'appelle le Cheval de Dieu, qu'on retrouve dans le décodage du fameux parchemin. Donc, là, cette tête qu'on voit là, en plus c'est magnifique quand vous vous rapprochez de près, c'est beau à voir. Et un petit peu plus loin, on a la croix de Gavignon, l'image suivante. Vous vous rappelez, je vous ai parlé du chiffre 22. Ce chiffre 22, on le retrouve sur la croix de Gavignon. Il y a le 22, le M à l'endroit, le M à l'envers, le I 1861. Un chiffre que on retrouve assez souvent. Après, bon, vous avez la tour qui a 22 créneaux, 22 marches, etc. Tout ça, je ne vais pas reprendre. Donc, il y a le chiffre 22 a une grande importance. L'image suivante. Donc, quand on reprend l'alphabet, la 22e lettre de l'alphabet, ça représente le V. Et le V, ça représente, si tu veux dire deux mots, non, le caisse, Vénus.
Voilà. Ouais. Mais là, il est à l'envers, ton V. Oui, non, mais parce qu'il est pris dans l'autre sens. Ah non, mais il fallait inverser. Il fallait inverser. C'est au pied de Rennes-le-Château. Hein. C'est là où se trouve la tour. Et j'ai parlé tout à l'heure. Dont j'ai parlé. La tour est là. Et la fontaine, on la voit du coup, de Van Buren? Non, elle est plus haute. Oui, c'est ça, elle est là. Ouais. La fontaine au lion d'Elisabeth Van Buren, qu'elle avait bâtie pour servir de point de repère pour l'atterrissage d'Ashtar Sheran et de son orchestre à l'époque. mais il paraît que pour le coup, je sais pas s'il devait m'envoyer une image, Lambin. Comment il s'appelait, Cypra, Jean-Alain Cypra avait localisé lui aussi par photographie aérienne les substructures d'un mausolée byzantin, donc d'époque visigothique, immense, à l'emplacement où Van Buren a fait sa fontaine au lion. Et le mausolée de Cypra, d'après lui, les Visigoths y avaient collé la sépulture de leurs 4 premiers rois, de Toulouse et de Marie-Madeleine. Donc, et derrière, Van Buren s'est foutu là-dessus avec sa fontaine aux 4 lions. Donc c'est un endroit, à mon avis, le souterrain doit être intéressant, tu vois. Oui, tout à fait. Et puis il y a un certain chercheur qui était dans le domaine pétrolier, qui par rapport au satellite, a fait des projections, et donc il y a la présence de pas mal de souterrains. En fait, il y a la présence d'une cité, quoi. Alors le chiffre 22, donc c'est un double aussi, parce que ça veut dire deux choses. La deuxième chose, c'est que quand on reprend le tarot de Marseille, on a l'arcane 22 qui est l'arcane sans nombre. Donc cet arcane s'appelle le mât. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que Asmodée, que ce soit Asmodée et Jésus, il regardait quelque chose au sol, c'était un échiquier. Qu'on voit bien, qui est bien délimité. Et donc le mât en arabe, ça veut dire la mort du roi. Donc on est bien dans un jeu d'échecs. Mais ça veut dire aussi, je dirais spirituellement, ça veut dire que l'arcane 22 qui est sans nombre, elle est volatile. C'est pour ça qu'on le retrouve dans le fameux tarot traditionnel, le jeu, le joker. Donc on peut la placer où on veut. Donc quand on est à la fin, je dirais à la 22e arcade, ça veut dire qu'on est un adepte, donc on a réussi le grand œuvre. Et quand on la place à 0, c'est qu'on est un profane. Mais ça veut dire autre chose aussi. Parce qu'il faut peut-être aller à la source. Donc on revient encore une fois de plus à la source. Donc comme on a commencé un échiquier, on a, je dirais, à gauche le M, puisque c'est la Dieu, à droite on a le diable, donc c'est le N. Au-dessus, on a sur le... Comment on appelle ça? Le confessionnel. Sur le confessionnel, on a la représentation du berger Paris. Moi, je ne vous en ai pas parlé parce que ça pilule sur Internet. Il y a beaucoup de choses dessus. Donc, voilà. Donc, et on a un endroit qui représente ce qui s'appelle la veine Paris. Donc, on le représente, on est là. Et il nous manque un dernier point pour pouvoir trouver, faire par ce signe tu vaincras. Il manque un truc. Donc la veine, elle est là. Ma suivante. Bon. Alors, quand on reprend, je dirais, les points qui se retrouvent dans les tours, parce qu'on revient sur les tours. Voilà, au niveau du carrelage. Au niveau du carrelage, on a une anomalie. Dans la tour de Magdala, on a un point rouge. D'ailleurs, qu'on retrouve sur le Joker aussi. Et sur la tour d'Orangerie, on a un point blanc. Et sur la Villa Béthanie, on a un point jaune. Donc, quand on prend, je dirais, l'intersection, donc Jean-Patrick Pourtal, il est allé dans l'autre sens, il a trouvé un endroit qui était effondré. Mais comme on est toujours en double, dans l'autre sens, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la grotte du Fournet, dit la Madeleine, parce que son vrai mot c'est le Fournet. La grotte du Fournet, c'est parce qu'elle est percée et il faisait cuire, il faisait du feu là-dedans. Le four, c'était un four. Voilà. Donc il se trouve dans les balles. Les balses. Et donc, qu'est-ce qu'on a, quand on revient sur l'église, qu'est-ce qu'on a en face
En plus, on a toute l'allée, on va jusqu'au fond, on a la représentation de Marie-Madeleine. Donc, on a les 4 coins. Donc, quand on fait cet alignement, l'image suivante, je ne l'ai pas mis, quand on fait l'alignement, on tombe sur la fontaine des 4 étoiles. Voilà. Là, c'est une autre façon. Je suis allé au niveau de la dame, et là, je vais vous expliquer pas à pas. Donc, on a. Alors, certains disent que c'est un poulpe, d'autres disent que c'est une araignée. Ça peut être les deux aussi. On a juste au-dessus de l'araignée, parce que araignée, par rapport à Fucanelli dit que c'est l'animal ariane, par déformation. Donc, le fil d'Ariane, on retrouve le labyrinthe. Praecum, prae, ça veut dire ce qui précède, cum, c'est avec. On a une flèche qui va de haut en bas. On a le P avec le S. C'est pour ça qu'il est entouré. Donc, ce qui précède le P, eh ben, c'est l'eau. Voilà. Avec le S, mais c'est aussi une direction. Sud-ouest. Ensuite, vous avez sur la gauche Redis, Célis, qui compose, ça fait 12 lettres. Donc, on a 12 lettres. Et Régis, Arcis, on a 10 lettres. 12 plus 10, 22. On retrouve ce fameux chiffre 22. Ensuite, si vous regardez bien, on a chaque début, on a C et E et R et E, si on part du bas. Donc on a Cer. À la fin, on a Isis, qui est représenté de chaque côté. Et si on va de l'autre côté, on a CIS et GIS. 6J. Donc on part bien du don. Voilà. Ensuite, vous avez au début l'alpha et en bas l'oméga. Le DI, ici, ben c'est ce qu'on recherche. Le APX, c'est en grec, et quand on le fait en latin, ça fait ARC, c'est arc. Donc quand on trace, quand on tombe bien sur les rochers de l'orgue. Voilà. Un mot sur le menhir, là. Alors sur le menhir, ben, je veux pas, c'est le travail de Christophe. Donc Christophe, par rapport à s'est aperçu que tous les 17 janvier, parce que le phénomène se passe là-bas, tous les 17 janvier, il y a ce qu'on appelle l'alignement des planètes sur un axe. Et on a Sirius qui est synchronisé avec le Soleil. C'est quand Sirius se lève, le Soleil se couche. Et chaque année, ça se reproduit de la même façon, sauf avec un petit décalage à chaque fois, parce que plus on avance sur les années, plus on se dégage. Voilà. Et ça, en archéo-astronomie, il a été démontré que ça trahit la présence d'une ancienne cité par rapport à certains textes de philosophes comme Strabon ou Horace, c'est eux qui ont créé, c'est les prêtres de Thèbes qui ont créé le calendrier qu'on connaît aujourd'hui, qui est de 365 jours plus un quart. Donc c'est 6 heures. Et après ce qu'on appelle le lever d'Héliac de Sirius, qui est donné pour l'Égypte, des recherches qui ont été faites démontrent qu'il ne se passe rien en Égypte. Par contre, quand on prend le menhir des Plantiles, on a bien cette fraction de 6 heures qui se trouve entre le lever de Sirius et le coucher du soleil. Et qui ne se passe pas en Égypte. Ça, c'est les travaux de Christophe Carrier. Donc, je vous invite à aller voir ces travaux. Sa chaîne s'appelle L'œil frontal. Alors, sur ces fameux parchemins, je ne vais pas revenir dessus sur tout ce qui a été trouvé. C'est pas le but. Simplement, je vais juste vous faire remarquer quelque chose. C'est qu'Ikibus, ça ne va rien dire en latin. Donc, ce que j'ai fait, j'ai inversé dans le sens de la calligraphie, ça nous donne sub-IND. Sub, c'est dessous, IND, c'est l'action de chercher. Et uxio, c'est du grec, parce que le haut, il est barré, le θ. Donc, ça nous donne réceptacle, encore de l'eau. L'action de chercher sous le réceptacle. Et là, on arrive à ce fameux parchemin Saut le pêcheur. Saut pêcheur. Voilà. Donc, j'ai commencé par ça.
Attends, on va le lire quand même. Parce que sinon, on va rien capter. Saut pêcheur à l'embouchure du Rhône, son poisson sur le grill 2 fois retourna, un malin sur 20 et 25 fois. Et 25 fois, voilà. Le boutin, cuit, il ne lui resta que l'arête avec un solaire, ce qui est normal. Un ange veillait et en fit un peigne d'or, BS, BS cure, et autour on a voilà, un alphabet. H. Petite remarque. Donc ce texte, au départ, il n'a pas été trouvé comme ça. Donc il est trouvé les emplacements, parce qu'il y a eu plusieurs versions. Est-ce qu'on a les bonnes versions? Ça c'est moins sûr, l'image suivante. Les lettres étaient décalées. Donc je me suis aperçu par rapport au texte, donc on va... donc il y a plusieurs indications. On nous a dit 2 fois le retournant. Donc j'ai pris le texte dans le sens de l'écriture, donc je l'ai plié de droite à gauche et de bas en haut, de haut en bas. Et donc, comme par hasard, j'ai 25 croix qui s'alignent. Et ça fait comme un calque. Voilà, donc là, une fois que quand on a, parce qu'on a un malin sur 20, voilà, ça va mieux là déjà. Un malin sur 20, donc on met, le texte est sur 22 cases, 22 colonnes, et donc on le met sur 1 sur 20. Et donc quand on obtient 1 sur 20, on a le texte qui ressort correctement. Ensuite, donc comme je vous ai dit, j'ai plié dans un sens, j'ai plié dans un autre, l'image suivante. Vite. Voilà, j'ai obtenu un calque. Et ce calque, c'est un masque, donc ce masque qu'on va appliquer sur chaque partie que j'ai pliée, mais dans un sens, dans le sens normal d'un côté et dans le sens inversé de l'autre. Image suivante. Et là, quand j'ai fait ça, on nous dit QI. Donc je retrouve 64 lettres. Donc QI, dans QI, il y a 8. Et donc j'ai décomposé sur un tableau qui fait 8 par 8. Et dans ce tableau, je retrouve des mots. Là, je retrouve sur sa tête, au-dessus, va sous ce roi. Donc sur sa tête, sur la tête, la première chose que je pense, c'est le fameux bénitier qui se retrouve sur la tête d'Asmodée. Et va sous ce roi. Tout à l'heure j'ai dit que les rochers de la ruine se disaient les rochers du roi. Donc va sous ce roi, et puis il y a de l'eau, donc une source, une fontaine. Et petite remarque, à gauche vous avez P, en bas vous avez S. Après il y a plein de mots qu'on peut retrouver, mais il manque certains éléments qui, malheureusement, je n'ai pas. L'image suivante. Donc, j'ai essayé de continuer par rapport à ce qu'il nous est dit. Donc, il n'en resta que l'arête. Donc, j'ai pris l'arête du texte. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait une erreur là. Cure H, normalement, ça devrait finir par curer. Et on a un gros point noir qui est au-dessus du E. Donc j'ai fait décaler les lettres pour arriver ici, pour qu'on puisse avoir le mot curé. Et donc je représentais la même chose, mais ça donne rien. Et c'est là que il y a les fameux travaux de Franck, et je pense que c'est là que s'alignent les travaux de Franck, parce que on a le E et le H qui est mis en évidence, parce que lui il avait trouvé HB, EB, me semble, Edmond Boudet, tout ça. Là, on a les 2 prénoms. On a Edmond et Henri. C'est pour ça qu'il était intéressant de partager les travaux avec Franck pour qu'il puisse regarder par rapport à ces codes-là s'il obtient des résultats. Mais il n'a pas donné suite.
mais il n'a pas donné suite. Voilà. Et à ce propos, toutes les personnes que je côtoie et que la plupart ne me parlent plus, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Dernièrement, l'émission que j'ai faite chez Alexis, sa chaîne elle a disparu. Donc apparemment Alexandre c'est plus que moi parce qu'il a reçu des menaces en disant qu'on lui faire péter sa chaîne, de retirer la vidéo que j'avais faite, etc. Et pour aller un petit peu plus dans ce sens-là, la dernière fois que je suis allé à Rennes-le-Château, c'était en 2018. Et quand je suis venu, j'ai voulu parler à, comment elle s'appelle, Stéphanie, donc pour présenter ce que j'avais trouvé, et donc j'ai fait le malheur de présenter ça. Quand je suis rentré chez moi, je suis tombé gravement malade. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fini à l'hôpital. Et même l'hôpital s'inquiétait parce qu'ils ne savaient pas ce que j'avais. Ils m'ont demandé si j'étais allé à l'étranger, ils voulaient me faire rentrer au service des infections. Et à ce jour, on ne sait toujours pas ce qu'il y a eu. Mais bon, j'avais perdu 12 kilos. Pendant 10 jours, j'ai pas mangé. J'ai bu que de l'eau et je faisais que dormir. Donc on ne sait pas ce que j'ai eu. Alors est-ce que c'est véritablement... je ne sais pas, mais c'est dès le retour de Rennes-le-Château, est-ce que ça a un lien? Je ne sais pas. Mais j'ai eu les mêmes symptômes que le Covid en 2018. Comme par hasard. Et moi, voilà. Et à la fin, on nous dit, ah non, je veillais, elle a enfilé un peigne d'or. Alors c'est intéressant, je suis allé chercher la légende du peigne d'or. Et je tombe sur ça. Le peigne d'or qui se trouve dans un village qui est pas loin d'ici, qui est à côté, juste au-dessus de Mazamet, voilà, et qui s'appelait autrefois Opoul. Et on a la fée Sorimonde avec cette fameuse Sorimonde. Je ne sais pas si je connais un peu, si tu veux me parler. Non, pas du tout. Vite fait, oui, en 2 mots. Ouais. Oui. Merci. Sorimonde, on a le radical de saurien, donc encore une fois c'est le dragon, c'est la vouivre, c'est le tellurisme, c'est les cultes de la terre-mère. Et c'est l'équivalente cathare, hein, parce que c'est une fondatrice de lignée, c'est les fondatrices de lignée du Saint Graal à la Mélusine. Vous avez la même histoire avec les Lusignans, vous avez la même histoire avec la famille de Saint-Gilles, avec les sœurs Précine, Palestine, Mélusine, qui sont associés au niveau également, donc ça va chercher très loin. C'est vraiment c'est Isis, hein, c'est les femmes à queue de serpent. Vous connaissez la légende, hein, c'est une fée qui épouse un prince en échange de la promesse qu'il ne cherche jamais à la surprendre quand elle est dans son bain, le dimanche ou le samedi, je ne sais plus. Et à chaque fois dans l'histoire, le mari se laisse soudoyer par un connard, un rival, un romain, un jésuite qui lui dit non, elle se fout de ta gueule, il faut que tu ailles voir ce qu'elle fait, ça craint et tout. Donc il va la surprendre et l'autre, elle s'envole. Il y a des ailes qui lui poussent parce c'est une sirène en fait. Elle a une queue de dragon, elle se casse par la fenêtre et le mari et sa lignée tombent dans la malédiction et ça va de mal en pis. Parce qu'il a trahi le secret de la déesse. Hein, on a toujours sur ces histoires de patriarcat qui crache sur la femme, qui renie le féminin, c'est un peu une des morales de l'histoire. Moi, suivante. Il y a dans le folklore, donc on retrouve un petit peu cette fameuse légende, et on a une fameuse, là où il habitait dans une caverne, dans une grotte, et on a une grotte qui existe, qui est là-bas, qui s'appelle la grotte de la sorcière, et qui est une fameuse aussi légende qui dit que c'est la gardienne des trésors, des objets en or, et en particulier des peignes. Image suivante. La seule chose que je voulais faire remarquer, parce que ça ne me donne pas plus par rapport au parchemin, c'est que, rappelez-vous de la tombe, les chercheurs avaient trouvé qu'il y avait cette fameuse anomalie, disant que le thé n'est plus... Alors, ils ont dit chez les Opoul,
Alors, ça serait pas forcément. Là, c'est peut-être un petit peu, je dirais, passé directement. C'est plutôt le trésor n'est plus à Hautpoul, puisque c'est un village. Il a été déplacé dans une grotte. Puisque Catin. Voilà. Et non, il faut le dire, parce que Catin désigne une grotte. Une grotte, oui. Oui, c'est ça, la faille. Oui, voilà, faut le dire. Ouais, c'est une faille, ça veut dire. Enfin, je veux pas. Ça a la forme de ce que vous pensez. Et vous avez, pour faire remarquer, le M qui est décalé et le N qui est décalé, hein, de ce que j'ai parlé tout à l'heure. Ouais, bon, si on va par là, évidemment, la faille, c'est aussi ce que cache le voile disait, c'est que nul mortel n'a soulevé. Hein. Mais voilà, comme à chaque histoire, il y a un double. Et dans ce double, ça, c'est quelqu'un qui voulait me contacter, c'est pareil, qui s'appelle Walid Nazim, qui a fait des recherches sur les arêtes de poissons. Et parce qu'il me disait qu'il y a un parchemin qui parle des arêtes de poissons. Mais depuis, silence total. Plus aucun contact. Il est dangereux ce mec-là. Hein. Voilà. Donc, effectivement, on a en l'embouchure du Rhône, on a le Rhône, poisson, les arêtes, peigne d'or. Donc, arête de poisson, peigne d'or. Alors, pourquoi peigne d'or? Ben, image suivante. Attends, juste une remarque. Par parenthèse, hein, Walid Nazim, donc le mec qui a bossé sur les arêtes de poisson, mais sous pilotage franc-mac, hein, c'est signé. Il explique que c'est les Templiers qui ont fait les arêtes de poisson, Guillaume de Beaujeu, pour ramener le numéraire qu'ils avaient trouvé à Qumran, bizarrement, pendant les croisades. Depuis, en privé, en off, Nazim vous dit que c'est égyptien, hein, les arêtes de poisson. Et donc, quand on regarde les arêtes de poisson, ça ressemble bien à un peigne. Alors, pourquoi d'or? D'or, en hébreu, ça se dit Aor, et ça veut dire lumière. Et donc, la ville de Lyon, c'est bien la ville de lumière. Oui, Lyon, Loug, hein, Loug de Nome. Et juste en face, alors, pourquoi je vais juste en face? Parce qu'il y a deux mondes. Il y a ce qu'on appelle la Croix-Rousse, là où on trouve les arêtes de poisson. Et donc de l'autre côté, on a la Fourvière. Et on sait par des traces que la baie Saunière, moi on ne sait pas lequel. Parce qu'on parle de Béranger Saunière, mais c'est pas sûr. C'est peut-être Alfred Saunière. Laisser des traces là-bas et est allé se loger dans un endroit particulier. Alors qu'il pouvait se loger chez les moines là-bas, parce qu'il avait déplacé exprès. Non, il est allé dans une rue qui s'appelle la rue des Maccabées. Et juste à côté, ben, on a, je dirais, une primatiale, parce que c'est pas une abbatiale, c'est une primatiale qui est dédiée à Jean-Baptiste. Et donc, juste pour faire remarquer, donc là on trouve une horloge, et puis à l'intérieur, pour passer vite, on a une horloge astronomique qui est toujours en fonction, qui est surmontée sur une tour. C'est la cathédrale Saint-Jean, ça. Ouais. Et il faut le dire. C'est la cathédrale Saint-Jean. La primatiale. À Lyon. C'est ce que j'ai dit, ouais. C'est la primatiale, pas une cathédrale. Voilà. Alors. Là, c'est le grand parchemin. Dans le grand parchemin, juste reprendre quelques trucs, c'est qu'on a retrouvé des mots à Génézareth. Génézareth, c'est l'ancien lac, c'est l'ancien nom du lac Tibériade. La particularité de ce lac, c'est qu'il se trouve 200 mètres au-dessous de la mer. Donc si on nous fait allusion, ça veut dire que ce qui se passe à Rennes-le-Château ou à Rennes-les-Bains, ça se trouve en dessous. Et on a autre chose aussi, petite particularité, on a l'alpha et un petit peu plus loin l'oméga. Alors donc j'ai les arêtes qui est coupées en deux et qui nous donnent arête. Alors c'est assez très précis, j'ai cherché pendant longtemps ce que vous voulez dire arête. Et il faut savoir que les arêtes de poisson, ben, le nom a été donné lors de sa découverte, c'est-à-dire qu'en 1959. Donc ça veut dire que si on en parle dans le saut pêcheur, c'est que le saut pêcheur ne date
qu'à partir de 1959, et donc il a été dédié par qui? Par Placard, par une société secrète. Parce que là, on ne parle que de arrête. Voilà. Ça, c'est la petite remarque que je voulais faire. Ensuite, on a le mot palicézal où personne n'a trouvé ce que ça voulait dire. Image suivante. On retrouve ces mots-là parce que dans les initiés, ils laissent des codes que eux, ils savent, et ils savent les retrouver directement dans certains, je dirais, bouquins ou dans certains contes, et qui retrouvent. Et là, on a les noces chimiques de Christian Rosenkrust. Alors pourquoi la rose croix? Parce que l'église de Rennes-le-Château, même si vous regardez un peu partout, mais il y a des roses. Donc la rose croix, c'est vachement imprégné. Donc on ne peut pas le louper. Et dans ce fameux livre, on nous parle déjà que c'est un pèlerin qui va aller, je dirais, faire ce qu'on appelle les noces chimiques. Et il nous parle de 3 temples, 3 sanctuaires qui se trouvent sur la montagne. Et surtout, il prend du pain, du sel et de l'eau. Là, il y a de l'eau en plus, mais quand on regarde la question d'Homère, soi-disant que la servante Marie Arnaud aurait dit à Noël Corbu, à la fin, pain, sel, vase. Ça, c'est Christian d'Homère qui le dit. C'est pas lui qui l'a inventé. Hein. Ouais. C'est soi-disant les dernières paroles de Marie, c'est pain, sel, vase. Vase. Voilà. Et donc, ça nous parle d'un pèlerin, du pain, du sel et du vase. Donc, et ce fameux pèlerin, quand on prend le méridien de Paris par rapport aux travaux de tout ça, le méridien, l'arc de Rosely, on tombe sur une fameuse chapelle que tout le monde connaît, la chapelle de Rosely. On va reparler de Rosely-le-Chapelle. Voilà. Ah ouais. Et donc, dans cette fameuse chapelle, il a été trouvé, alors ça, je l'ai retrouvé dans un documentaire, il a été retrouvé un graffiti qui représente une tour. Encore une tour. Voilà. Et au-dessus de cette tour, on a une espèce de trait qui ressemble à une coupe. Un trident. Là. Oui, ou éventuellement un trident, et avec des losanges. Ça, par contre, je ne sais pas. Là, ce fameux losange. Et sur la gauche, un pentacle. Donc l'histoire, donc j'ai vérifié, je regardais, je suis allé chercher pour confirmer que ce pèlerin il a bien existé. Donc oui, il s'appelle William Coster, donc il a bien existé. Là, il est allé à Rosely-le-Chapelle, effectivement, c'est bien prouvé. Et il a embarqué sur le Mayflower. Et le Mayflower a accosté à un certain endroit qui s'appelle Provincetown. Et ça tombe bien parce que c'est bien l'endroit où se retrouve le pentacle. Et c'est quoi ça? Là, la plaque. C'est quoi ça? La plaque qui se retrouve dans la tour qui se trouve à Provincetown. À Provincetown. Ouais. Donc là où Brewster a atterri. C'est ça. Donc Pilgrim Club, le club du pèlerin. C'est ça. Brewster. Et la date? C'est 1892. 92. D'accord. Et Mass, Massachusetts. C'est ça. Donc voilà, donc c'est bien confirmé. Après ils ont créé une colonie qui va aller jusqu'à Boston. Il faut savoir que là, il y a une tour qui a été faite, une tour franc-maçonne, donc qui a été faite, mais elle a été faite bien plus tard. Donc s'il y a quelque chose qui a été amené là-bas, parce que ça a pris les traces de Rennes-le-Château, donc ça a été copié dessus. S'il y avait quelque chose d'un secret qui était là-bas, forcément c'est pas sur cette tour-là, donc il faut aller chercher des tours en Amérique. Et ça tombe bien, l'image suivante. On en retrouve une à Boston. Donc à Boston, qui s'appelle la Bunker Hill, mais au départ elle n'était pas comme ça. C'était une tour en bois qui n'a pas résisté. Donc après il y a une autre tour qui a été faite. C'est pas Boston, c'est Charlestown.
Charleston. Non, Bunkerville. Oui, d'accord, mais c'est pas Boston. Allez, c'est à Boston pourtant. Ah oui, mais là, ils mettent Charleston, Ouais. à Massachusetts. Pourtant, on est bien déclaré à Boston. Ouais, bon. Bonsoir. C'est vrai. 220 si, c'est bien Boston. Ouais. 221 pieds. Vas-y, Ouais. continue. Donc cette tour, à l'intérieur, on trouve une autre tour, qui est l'ancienne tour, avec des symboles maçonniques. Mais là, c'est pareil, il y a eu tellement de batailles, donc la fameuse bataille. Ouais. Oui. Je sais. Je n'ai pas parlé, donc. Ah bah non, et pourquoi? Hein? Bah pourquoi? Parce que, oui, c'est vrai. J'aurais pu en parler. Bah tu nous le dis, le N c'est un W, donc bon, il y en a un là, faut hein. Ouais, mais c'est un raccourci, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Il n'y a pas de raccourci, il est là. Tu fais le lien, je veux dire, voilà, on a tout là. Ouais, c'est vrai. Et donc pour finir, donc là, c'est un endroit qui est assez tendu, puis les tours ont changé je dirais, a été reconstruite, puis reconstruite, puisqu'il y avait un secret à planter, ça ne serait pas forcément sur cette tour. Donc, on va un petit peu plus loin. Mais je suis au bout. Ah non, c'est parce qu'il est sélectionné. Ouais. L'image est sélectionnée. Ouais. Voilà. Et donc, quand on a un petit peu plus loin, on a Washington. La maison du temple. Voilà. Et donc, à Washington, on a la Washington Hill, qui, c'est pareil. Quand on le regarde bien comme ça, on voit qu'elle n'a pas été finie. Donc, comme il y a eu la guerre de sécession, il y a eu pas mal de guerres, tout ça, donc elle a mis plus de 100 ans pour pouvoir être construite. Donc, s'il y avait quelque chose. Par contre, elle est interdite au public. Donc, on ne peut pas y rentrer souvent pour avoir la pâte blanche. Donc la démarcation nous montre qu'elle a été faite en 2 temps. Donc là c'est pareil, s'il y avait quelque chose à planquer, ça ne serait pas forcément là. Et il faut savoir que Washington a été construite sur les symboles maçonniques, avec la maison du temple. Et quand on prend l'axe par rapport à, je dirais, à Washington Hill, et qu'on bascule l'équerre, on tombe exactement sur le Capitole. Et le Capitole, c'est le siège du pouvoir américain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au-dessus du Capitole, on a une statue qui représente le féminin sacré qui s'appelle Freedom. Et Freedom, donc, ensuite, quand on reprend les 3 tours, entre Washington et Boston, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve New York. Et qu'est-ce qu'on trouve à New York? La Statue de la Liberté. Alors, il y a quelque chose qui et après j'en finirai là, qui est très intéressant, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand cette année-là, Trump a pris le pouvoir, a pris la présidence, et qu'il a commencé à vouloir mettre des droits de douane. On a un député européen, je ne sais pas comment il s'appelle, Guzman, qui a sorti comme ça et que tout le monde a trouvé ça ridicule, je ne sais pas si vous vous rappelez, qui a dit aux Américains, qui a dit à Trump, rendez-nous la Statue de la Liberté. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour lui c'était pas ridicule. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que représente la Statue de la Liberté? Donc c'est la porteuse de lumière. En général, qui est le porteur de lumière? C'est Lucifer. C'est ce que l'Église nous donne. C'est un démon. Mais si on utilise le langage des oiseaux, ça fait il faut laisser Lucie faire. Lucie, c'est lumière. Et qui est l'étoile qui nous donne la lumière le matin, c'est Vénus. Et qui se couche en dernier le soir, on voit, c'est Vénus. Donc la porteuse de lumière, c'est une femme. C'est Vénus. D'où le féminin sacré. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Voilà. Merci Stéphane, bravo.
signalerai simplement que la pierre de fondation de la Maison Blanche a été posée par George Washington le 13 octobre 1792. Alors sur un de tes diapos, là on a l'arrivée de Brewster en 1892, donc c'est 100 ans plus tard, et puis le 13 octobre, on est d'accord, c'est l'anniversaire de l'arrestation des Templiers en France par la mafia capétienne. Donc ça veut dire quoi? Que la fondation, l'origine même des États-Unis repose sur l'héritage templier, et que s'ils n'avaient pas ce fil rouge auquel se raccrocher, ben, il y aurait juste une écurie, et puis ben, ce sera encore des cow-boys qui chient dans la bouse. Donc c'est pour dire que ce soit le mystère de Rueil-le-Château ou la fondation même des États-Unis, c'est grâce aux Templiers en fait. Ça vous donne une idée de l'ampleur des enjeux que les gars ont brassés en fait, et du pouvoir, de l'influence qu'ils avaient, et puis le niveau, à mon avis, supranormal, surnaturel, de l'influence, de l'inspiration templière, de l'origine de leur projet. Mais leur projet, on en reparlera. Voilà, avez-vous des questions? Non? Ben non. Tiens. Attends. Je t'ai vu. Moi j'ai deux questions. Sur le document de ce pêcheur, il parle des arêtes de poisson, mais de l'embouchure du Rhône. Et oui. L'embouchure du Rhône, c'est pas à Lyon. Non, l'embouchure du Rhône, ça se retrouve au Sainte-Marie-de-la-Mer. Oui. Mais à la base, je peux y répondre, parce que c'était pas tout à fait l'embouchure du Rhône, parce qu'il y avait un troisième bras du Rhône, et je pense que là, Alexandre est en train de faire des recherches, qui s'appelle maintenant le canal du Péquet, que je te montrais, et il y a un fort qui s'appelle le fort du Péquet, et ça appartenait à la psalmodie. Donc voilà, donc à la base, c'est pas tout à fait un delta. Et alors pourquoi le delta? Parce qu'il faut savoir aussi, mais là c'est Georges Combe qui en parle, il faut savoir qu'il y a deux rivières qui arrivent à Lyon. Il y a le Rhône et la Saône. Donc il y a si on prend au niveau alchimique, on a la Saône qui représente les cieux, et puis on a le Rhône qui est vif, qui représente, je dirais, l'âme, voilà, c'est le positif. Donc on a bien un delta. Le delta et l'embouchure du Rhône m'appelle une remarque, c'est que la Méditerranée, à un moment donné, on pouvait la passer à pied, et si on prolonge, et ça je vais trouver ça sur internet, si on prolonge le Rhône, on peut aller jusqu'au Nil. Donc ce serait peut-être une piste des Égyptiennes qui serait confirmée, ça. Tout à fait. Tout à fait. Mon autre remarque, c'était par rapport à la statue. Elle a été trouvée à la fontaine des Quatre Époux. Oui. Dans les ruines. Dans les ruines. Donc il y a de la maçonnerie au niveau de la fontaine des Quatre Époux. Il n'y a aucune maçonnerie qui est dessous. C'est ce que m'a dit le maçon qui est venu avec moi, enfin mon collègue. Est-ce qu'il y a des preuves, des signes de remaniement, de détournement d'eau ou quelque chose comme ça? Alors, il y a beaucoup de végétation, ouais. Des végétations qui poussent en présence de l'eau, ouais. Parce qu'une particularité des Templiers, c'était de détourner des rivières pour mettre un trésor et de remettre l'eau en circulation. C'est une bonne remarque. C'est pas possible. Oui, mais ça c'est un héritage visigothique, puisque vous savez que quand le roi Alaric Ier est mort en Italie, après la conquête de Rome en 410, ils ont voulu passer en Afrique, en passant par l'Italie du Sud, et s'embarquer, ils ont été repoussés par une tempête, et à ce moment-là, Alaric est mort de maladie a priori, et ils ont enterré sa dépouille dans le lit d'une rivière qu'ils avaient détournée, et en faisant revenir la rivière sur sa dépouille pour que personne ne retrouve l'emplacement. Donc c'est un héritage qui vient de loin, mais a priori les qualités templières au niveau de l'ingénierie, j'y reviendrai un peu dans la présentation, l'ingénierie hydraulique, l'ingénierie souterraine, elle vient des Perses. Et déjà ça remonte a priori au jardin suspendu de Babylone, parce que bon, derrière Vénus vous avez Inanna Ishtar, hein, donc
Nephthys en Égypte, mais Inanna Ishtar c'est en Chaldée, Babylone. Et ces jardins suspendus, évidemment, pour faire monter l'eau en hauteur, il faut quand même des qualités, une certaine maîtrise de la gravitation, qu'on retrouvera pour le coup dans les jardins et les cultures musulmanes de la grande époque, où ils maîtrisaient l'irrigation sur des terrains hostiles, et ils arrivaient à faire effectivement, à vaincre la gravité pour irriguer des zones arides. Et c'est un savoir-faire que l'on retrouvera après chez les Templiers, y compris en Amérique, ou plutôt au large du Canada, au niveau de l'île de Oak Island, où j'en parlerai vite fait, où a priori il y a aussi quelque chose de caché. Ça continue les fous d'ailleurs. Et ça continue, ouais. Continue, ouais. Question? Je crois qu'il est là. C'est à propos de l'église de Rennes-le-Château, vous avez parlé des statues et du mot Graal. Oui. Elle correspond à quelle statue? C'est Saint-Luc, c'est sur La chair. Sur la chair, et si vous avez remarqué, la chair est en forme de calice. Oui, mais il n'est pas écrit sur le. Oui, non, j'ai passé parce que bon, c'est pas mes découvertes. Donc on m'a reproché aussi de dire que je me suis approprié les travaux des autres. Il suffit de dire ça a été déjà publié, voilà ce qu'on sait, voilà. Mais c'est vrai qu'il faut être clair au fur et à mesure parce que tout à fait. On rate des détails et du coup au bout d'un moment on se perd. Parce que c'est quand même déjà assez complexe. Et puis avoir un stylo qui s'éclaire pour montrer l'endroit par exemple au début. Tu vas pointer sinon. Où c'est, parce qu'on ne dit pas c'était la prochaine fois, c'est la prochaine fois. C'est la On fera mieux. Ouais. Parce que c'est dense. Hein. Autre question? Bon, ouais, mais je crois qu'on a fait que c'est déjà pas mal, je pense, pour défricher le sujet. Merci à vous, on fait une petite pause et puis on se retrouve dans